Donc, c'est parfait. Bonjour à toute l'équipe Cyber for Good qui est à mes côtés aujourd'hui, qui se présentera mieux dans un tout petit instant pour parler donc de la thématique des cyberattaques. Moi, je garde la parole vraiment quelques minutes, notamment pour les aspects pratiques en ce qui concerne ce webinaire. Tout d'abord, vous inciter, comme vous êtes beaucoup à le faire déjà, et je vois Sylvaine, Philippe, etc., qui continuent à nous dire bonjour par le chat. Ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous servir du chat en sélectionnant bien à tout le monde si vous souhaitez partager des informations avec les autres participants, notamment des retours d'expérience, des commentaires, etc. Enfin, c'est vraiment comme si vous parliez à votre voisin lors d'une conférence. En revanche, si vous avez des questions qui sont à destination de cette super équipe Cyber for Good, là, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien passer par la section Q et R qui est disponible en bas à gauche de votre écran. Donc voilà, passez bien par QR avec, si possible, même un petit peu de contexte dans la question, puisque, comme le prévoyait le programme, on va plutôt consacrer la dernière partie du webinaire aux questions. En revanche, n'hésitez pas à les poser en cours de route, mais voilà, passez bien par Q et R pour les questions. Je voulais aussi vous informer que ce webinaire, il est enregistré et que vous retrouverez aussi bien la rediffusion de la vidéo que le support de présentation qui va être utilisé à disposition dans notre centre de ressources. Et on vous en avertira par email, probablement sous 2 jours, pour vous donner une petite idée. Cela étant dit, je vais partager littéralement 3 slides de mon côté avant de passer la main à Léa. Je partage mon écran. Hop. Et si, voilà. Juste pour vous présenter donc rapidement Solidatech, qui est un programme donc, de solidarité numérique dont le but c'est d'aider les associations à renforcer leur impact grâce au numérique. On appartient à une coopérative d'insertion du mouvement Emmaüs qui s'appelle Atelier du Bocage, qui est située dans les Deux-Sèvres, et dont le cœur de métier, c'est plutôt tout ce qui concerne la collecte et le réemploi de matériel informatique. On existe depuis 2008 et depuis 2008, pour vous donner une idée, il y a plus de 40 000 bénéficiaires qui se sont inscrits gratuitement chez nous. Avant tout des associations de loi 1901, mais pour vous donner une idée, il y a aussi d'autres statuts éligibles tels que les fondations RUP et les fonds de dotation. Deuxième et dernier slide concernant Solidatech, c'est pour vous donner un rapide aperçu de ce en quoi on peut vous aider en matière de numérique et donc nos principaux domaines d'activité. Le premier but qu'on a, c'est de vous aider à vous équiper à moindre coût en matière de numérique. Donc, aussi bien en ce qui concerne les logiciels à tarif réduit, typiquement vous permettre de bénéficier de licences Zoom ou de la suite Adobe Creative Cloud à moitié prix, par exemple, que de matériel informatique, que ce soit du reconditionné ou du neuf. Deuxième grand axe de notre côté, c'est de vous accompagner dans le développement de vos usages. Là, ça recoupe beaucoup de réalités. Je vous ai mis un petit aperçu. On a créé un autodiagnostic numérique qui vous permet d'évaluer gratuitement et rapidement votre maturité numérique. On est organisme de formation certifié Calliope avec beaucoup de sensibilisation, notamment aux enjeux du numérique, quelques formations outils. On fait des webinaires chaque mois tels que celui-ci. On a tout un centre de ressources sur lequel vous retrouverez en lien avec les associations et le numérique plein de conseils, de comparatifs d'outils, de cas d'usage associatifs, etc. Et j'en passe. Et puis, dernier axe, un peu plus éloigné en général de vous directement, mais c'est le fait qu'on coproduise et qu'on diffuse des savoirs sur la transition numérique des assos. Dernier slide pour ma part, je profite en fait aussi de cette introduction pour remercier notre partenaire Caisse d'épargne qui soutient ce webinaire et nous aide aussi comme ça à vous le proposer gratuitement. En quelques mots, la Caisse d'épargne, c'est un réseau de 15 banques coopératives régionales autonomes créé il y a plus de 200 ans pour lutter contre la précarité grâce au livret d'épargne. Les caisses d'épargne ont dans leur ADN la culture de l'innovation sociale. Elles sont pionnières de l'accompagnement du développement des territoires et des transitions de la société, donc que ce soit financement du logement social, des collectivités, microcrédit pour les particuliers, les pros. Et si elle est connue comme la banque des familles en général, c'est aussi un financeur majeur de l'ESS, avec, pour vous donner une idée, 1 milliard d'euros de crédit chaque année, près de 23 millions d'euros consacrés au mécénat.
À savoir aussi qu'ils ont des chargés d'affaires dédiés pour accompagner leurs clients ESS, donc des experts qui connaissent vraiment toutes les spécificités juridiques, fiscales, de gouvernance, les modèles économiques propres à l'ESS et qui savent mobiliser les solutions du groupe BPCE dans tous les domaines, financement de la transition, stratégie immobilière, épargne responsable, paiement, etc. Euh, et savent aussi connecter leurs clients avec les écosystèmes régionaux utiles à leur développement. Et dernier petit point concernant la caisse d'épargne, de savoir que ce sont dans le cadre de leur politique RSE ambitieuse, c'est les premières qui ont été, les premières banques françaises qui ont été labellisées Bicorp. C'est une labellisation qui reconnaît leur impact positif sur la société et l'environnement dans les territoires. Voilà pour ma part. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés en cours de route. Donc, juste vous redire que ce webinaire est enregistré et que vous aurez aussi bien la vidéo que le support de présentation à votre disposition dans notre centre de ressources. Vous en serez averti par mail. Cela étant dit, et avec grand plaisir, je passe la parole à Léa pour qu'elle vous présente comme convenu l'équipe Cyber for Good. Merci beaucoup, Lorraine. Je vais laisser quelques secondes à Timothée qui va partager la présentation. En tout cas, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui, ravis de cette collaboration entre Solidatech et Cyber for Good, qui est un programme qui vise à accompagner et à sensibiliser les associations sur le sujet de la cybersécurité, dont on vous reparlera un petit peu plus en détail à la fin. En tout cas, on a hâte du coup de rentrer dans le vif du sujet. Et juste avant ça, on voulait vous présenter le trio que nous formons aujourd'hui. Moi, c'est Léa. Je représente l'association Latitude, qui fait partie des structures qui ont cofondé le programme Cyber for Good il y a 1 an et demi maintenant. Et je suis accompagnée de nos deux super spécialistes en cybersécurité aujourd'hui. Timothée, qui est spécialiste cyber chez Advance et qui met son temps à disposition dans le cadre du programme Cyber for Good avec nous aujourd'hui. Et Florent, qui lui est spécialiste cyber chez Tenacity, qui vont du coup vous présenter et tout vous dire sur qu'est-ce qu'une cyberattaque, comment la contrer, comment s'en sortir, etc. Du coup, sans plus attendre, je passe la parole à Florent qui va vous présenter la petite introduction, ce qu'on a prévu pour vous aujourd'hui et rentrer dans le vif du sujet puisque bah, c'est quand même pour ça qu'on est tous là, quoi. Merci Léa, bonjour à toutes et bonjour à tous. On va pas s'attarder très longtemps sur l'agenda, juste pour vous le faire très très rapidement. On va faire une petite introduction pour faire des rappels de notions et remettre tout le monde à niveau sur des notions qui vont nous être utiles dans le webinaire. Un gros focus sur les premiers réflexes qui sera fait par Timothée, parce que c'est là où on contre le mieux une cyberattaque. Enfin, on passera quelques temps sur comment on gère et on pilote une crise et on s'en sort aussi. Et on aura enfin une conclusion euh, sous forme un peu de liste de bons, enfin de comment dire, de liste de cases à cocher pour vous laisser une trace de ce webinaire. On prendra bien sûr vos questions en direct et on vous parlera un tout petit peu plus de Cyber for Good à la fin. Sans plus tarder, on va parler sur l'introduction et dans l'introduction, on va vous faire un petit point sur qu'est-ce qu'une cyberattaque. Une cyberattaque, en fait, c'est une attaque informatique d'ampleur. C'est quand même un phénomène qui est de plus en plus médiatisé, qui est de plus en plus courant, qui touche toutes sortes de cibles. On en parlera juste dans la slide d'après. Ça nécessite de mettre en place des moyens de défense parce que les attaquants sont de plus en plus armés, ont de plus en plus de moyens d'attaquer des structures de manière simple, de manière automatique, et donc ils le font de plus en plus facilement. Donc ça nécessite quand même, et même si vous êtes des associations, même si on peut se douter que c'est pas la priorité pour vous de prévoir et de se préparer à se défendre contre une cyberattaque, ça peut être quand même assez intéressant d'avoir quelques réflexes de base pour parler de ça. Et en dernier point, hein, on vous a remis les attaques les plus courantes. N'hésitez pas dans les questions à nous demander de leur préciser si certaines ne vous parlent pas. Si on s'attarde sur les cibles des cyberattaques en 2022, là on vous présente un graphe qui a été fait par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information,
qui détaille quelles sont les cibles de cyberattaques qui ont été à peu près rapportées à l'ANSSI entre 2021 et 2022. Vous pouvez voir que vous, les associations, vous êtes dans la part bleu foncé, que cette part, elle est constante, donc c'est-à-dire que la menace ne baisse pas, elle n'augmente pas, mais elle ne baisse pas, donc elle a pression constante, et que quand même 70% des attaques sont contre soit des collectivités territoriales ou locales, soit des PME, des TPE, des ETI. Par définition, ce sont des structures qui sont quand même euh, petites, assez peu structurées en termes de services informatiques, assez peu aussi dotées en termes de moyens pour se défendre. Et donc, c'est pas les grands groupes qui pourraient peut-être être le plus riches en ressources pour gagner de l'argent, qui sont le plus visés et contre qui on s'attaque le plus, c'est plutôt les petites structures parce que c'est celles contre qui les dégâts sont les plus importants et qui sont plus susceptibles de rapporter de l'argent aux attaquants. Voilà. Si on enchaîne, et juste pour faire un petit détail, on va vous parler de gestion de crise tout au long de ce webinaire. On voulait vous rappeler, et c'est assez important, c'est que une crise, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et sur lequel on n'a pas beaucoup d'emprise, enfin, on n'a pas beaucoup de prise, que ce soit en termes d'impact, de durée, de méthode de résolution. On n'a pas de procédure, on n'a pas de choses toutes écrites pour pouvoir s'en sortir. C'est pas comme un incident, en fait, qui va être quelque chose de beaucoup plus contenu, de beaucoup plus délimité, qui va peut-être être quelque chose de répétitif chez vous et que vous allez savoir gérer. Et donc, tout est une question un peu d'échelle, mais une crise, excusez-moi, c'est un super incident que vous maîtrisez le moins. Pour terminer cette introduction, on va vous laisser deux petites métaphores pour comprendre qu'est-ce qu'une crise et comment on gère une crise. Euh, Espérer le meilleur, mais toujours se préparer au pire. Et on a pris la métaphore d'une randonnée. On part en randonnée, souvent on s'équipe d'une trousse de secours. C'est pas pour espérer soit chuter, soit se faire mal, soit se blesser. C'est pour parer au fait si, comment je dirais, la blessure arrive. Donc là, ça va être un peu le même principe avec la crise. Quand on va vous expliquer les premiers réflexes, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, pas pour espérer en subir une, c'est plutôt pour être prêt le jour où elle arrive. Et enfin, aucune organisation, même la plus, j'ai envie de dire, sécurisée du monde, ne peut se dire à l'abri d'une cyberattaque. Il y a toujours un maillon faible, quelque chose qui va faire que un attaquant plus expérimenté, un attaquant qui a de l'avance sur l'organisation, qui va trouver une faille, qui va trouver quelque chose où s'introduire pour mettre à mal l'organisation. Que c'est juste l'humilité, savoir rester humble et savoir se dire qu'une cyberattaque, ça peut arriver, et qu'une crise peut arriver chez vous. Voilà pour l'introduction. Je passe la parole à Timothée pour vous expliquer les premiers réflexes. Ça marche. Merci Florent. Bonjour à tous. Alors, avant de passer justement à la partie premier réflexe, on a un petit sondage pour vous, justement avant de tout vous dévoiler, voilà, qui devrait normalement s'afficher sur votre écran. En fait, voir un petit peu là comme ça à chaud, quels seraient selon vous là, vos premiers réflexes à vous en cas de cyberattaque. Et après, moi, je vais vous donner un petit peu les bonnes pratiques dans tout ça pour vous aider à vous y retrouver. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Ok, on voit les résultats. Donc, ouais, premier, en majorité, vous débranchez tout. Alors, on verra que c'est pas forcément la meilleure réponse, en tout cas, pas dans l'immédiat. Les experts, on va aussi en parler. Et bon, la dernière réponse, c'était plus pour la blague. Mais ça marche. Du coup, bah, je vais vous donner un petit peu les éléments. Donc, les premiers réflexes, donc là, on va vraiment parler des bonnes pratiques à mettre en œuvre vraiment dans les premières minutes, les premières heures qui vont suivre une crise cyber, hein. Comme l'a dit Florent, là, on va vraiment parler de gestion de crise, donc une cyberattaque majeure qui a des impacts très significatifs sur
sur votre système d'information, sur vos services, etc. Et on a recoupé ça en fait en quatre grandes étapes. Je vais revenir du coup sur chacune d'entre elles. Vous allez voir que finalement, les premières étapes, c'est pas forcément des choses qui sont très opérationnelles au niveau de l'informatique, c'est plus en termes d'organisation. Et il y a un point clé qui va revenir dans ces étapes, c'est vraiment, et qui reviendra même plus tard, c'est vraiment la partie communication qui est un des facteurs de succès d'une bonne gestion de crise. Donc la première étape, ben, tout simplement, c'est commencer à alerter, mobiliser, c'est-à-dire en fait solliciter les personnes aussi bien en interne qu'en externe qui vont pouvoir intervenir sur cette gestion de crise. Donc évidemment en interne, vous sollicitez, vous convoquez entre guillemets les bonnes personnes. Donc soit vous y avez réfléchi avant, vous avez déjà deux, trois personnes qui sont identifiées, sinon ça se fait comme ça à chaud. Et un des points, on y reviendra à la fin, mais un des points qui peut être bloquant, c'est de bien avoir pensé à avoir un canal de communication spécifique en cas de gestion de crise, parce que potentiellement votre système informatique, vos mails, etc., votre outil de chat peut potentiellement ne fonctionne plus. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, si l'attaque concerne plus ou moins des parties prenantes externes, il faut aussi les inclure. Alors même si à ce stade, vous n'avez pas forcément beaucoup d'informations, au moins leur dire, voilà, on est en train de subir une attaque, les briefer sur les informations dont vous disposez, puisque potentiellement, vous allez devoir les solliciter, faire appel à leur aide. Et dernier point, solliciter les acteurs externes. Donc j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus dans le chat. Effectivement, c'est une très, très bonne idée de solliciter les différents acteurs. Donc, je vais même faire un gros focus là-dessus. Mais voilà, sachez que notamment, il y a le CERT et les différents CISERT. Vous avez aussi le portail cybermalveillance qui est plus à destination des particuliers, mais aussi des TPE, PME et collectivités. Et si vous avez une assurance cyber, il faut aussi les alerter dès le début. Du coup, petit zoom sur enfin, tout ce qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement et notamment le CERT. Donc le CERT, en fait, donc le CERT FR en particulier, c'est un service qui est mis à disposition par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, qui est plutôt, comme je l'ai mis ici, hein, à destination on va dire, de grosses entités, de ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, les grosses administrations. Mais en tout cas, vous pouvez les contacter et ils vous redirigeront voilà, potentiellement vers les bonnes personnes en fonction de votre profil, en fonction des types d'attaque. Donc là, il me semble qu'on avait un lien partagé notamment la page de contact justement de l'ANSSI en cas d'incident. Donc ça, c'est le CERT. Et surtout, vous, ce qui va plus vous intéresser, ce sont les CISERT. Donc en fait, les CISERT, bon, c'est encore un acronyme anglophone, mais grosso modo, vous voyez ça comme les pompiers de la cybersécurité. Et en fait, aujourd'hui, depuis quelques mois, il y a de plus en plus de CISART régionaux qui sont en train de se créer dans toute la France. Et c'est une très bonne nouvelle. Et les CISART, eux, ils sont plus à même d'intervenir, notamment pour des acteurs de taille intermédiaire ou de plus petite taille, comme des associations. Et ils ont aussi un réseau de partenaires, en fait, justement régionaux, notamment de sociétés spécialistes en cybersécurité, sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Donc, pour vous, pour les gens qui sont dans l'assistance, c'est plus adapté de contacter les sites. Pareil, on vous a mis ici le lien qui vous sera partagé vers la liste à jour, sachant que même peut-être pas complètement à jour, puisqu'on a eu un tout nouveau CISART qui a été créé pas plus tard que cette semaine en Bretagne. Je crois pas qu'il est encore je crois pas qu'ils sont encore dans la liste. Et après, donc ça, c'est, on va dire, les premiers organismes que vous pouvez contacter. Et également, vous avez évidemment la liberté de contacter des entreprises spécialisées en cybersécurité qui, pour certaines, proposent aussi des services justement de CISART pour intervenir. Ah, mais bien évidemment, ça aura un coût. Voilà, donc là, je vous ai mis le petit tableau avec la liste. Donc ça, c'est les CISART qui existent aujourd'hui d'ores et déjà et auxquels il faut rajouter celui de la Bretagne
qui a été créé récemment. En fait, chaque 6 heures, vous avez notamment un numéro de téléphone, vous pouvez les contacter et ils vous aideront en vous donnant les premières actions à faire et puis en vous mettant en contact avec les bonnes personnes. Effectivement, je vois une question aussi sur la partie DPO, donc là, plutôt données personnelles. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Oui, Timothée, de façon globalement, les questions, t'en occupes pas, on verra ça à la fin où je gère mon Ça côté. marche. Donc voilà, donc ça c'était la première partie. Ensuite, on va, une fois qu'on a commencé à mobiliser justement notre cellule de crise, on va chercher à comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc essayer de qualifier l'attaque. C'est quoi comme type d'attaque? C'est quoi le périmètre? Qu'est-ce qui fonctionne plus? D'où vient l'incident? Alors évidemment, à ce stade, on n'aura pas toutes les informations. Et cette qualification, elle va se dérouler quasiment de façon continue, hein. Mais c'est d'avoir des premiers éléments pour mieux comprendre ce qui se passe et y faire face. Et c'est à partir de ce moment-là seulement qu'on va commencer à mettre en place des premières mesures. Ils vont être, par exemple, collecter des données, ça c'est hyper important, on a tendance à l'oublier. Et il faut faire des copies des données, etc., parce que ça peut être très utile en cas d'investigation. Vous pouvez aussi, à partir de ce moment-là, commencer à déconnecter les machines concernées. Alors, j'insiste sur un point, là, on a bien dit déconnecter, on n'a pas dit éteindre, puisque en fait, éteindre, vous pourriez, du coup, sans le vouloir, faire disparaître des informations, notamment qui sont dans la mémoire, on va dire, vive des ordinateurs, des machines concernées. Donc, il vaut mieux voilà, ne pas éteindre, par contre les déconnecter pour que du coup s'il y a par exemple un virus qui se propage pas. Et si vous l'avez pas déjà fait en amont, même si c'est comme des chances que ce soit trop tard, mais de faire une copie, une sauvegarde en fait des données importantes et vous les mettez à l'abri, c'est-à-dire en fait vous les mettez par exemple sur une clé USB ou sur quelque chose qui n'est pas connecté à votre système d'information. Et là, en parallèle, du coup, les personnes que vous avez contactées dans la première étape, vous pouvez commencer à les solliciter pour qu'ils apportent leurs différentes expertises. Ensuite, troisième étape dans ces premiers réflexes, là, on va plutôt parler sur la partie communication. Euh, Communication qui est vraiment en termes de gestion de crise un exercice très difficile, puisque comme l'a dit Florent, la crise, c'est par définition quelque chose, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle aussi du management de l'incertitude. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas anticiper, en tout cas pas à 100%. Pour autant, il faut communiquer en interne vers vos collaborateurs, les métiers, et aussi en externe et auprès potentiellement des autorités selon le type d'incident, ce qui a fuite ou pas, etc. Et sur les médias aussi, si notamment votre association, votre entreprise, elle est potentiellement fortement exposé médiatiquement ou qu'il y a des choses un peu sensibles, il vaut mieux en fait que ce soit vous qui occupiez le terrain plutôt que eux, puisque s'il y a un vide, c'est eux qui vont le combler, parfois avec des informations qui vont être imprécises, etc. Donc il vaut mieux prendre les devants, faire par exemple des petits communiqués de presse, même des choses toutes simples en disant, voilà, on sait qu'on a un incident cyber, on est en train d'analyser. C'est toujours mieux et on s'arrête là, c'est toujours mieux que de rien dire et d'essayer de cacher en fait un peu les choses. Ça, c'est très important. Pareil aussi sur la partie tout ce qui est va être vos clients, vos fournisseurs, vos bénéficiaires, vos adhérents, selon votre typologie. Toutes les personnes par exemple qui vont vous confier leurs données, etc. Pareil, il faut les rassurer. Euh, et puis les tenir au courant au fur et à mesure. Donc évidemment, là, on est vraiment dans la toute première phase, donc vous n'avez pas forcément beaucoup d'informations, mais encore une fois, un petit message, voilà, nous sommes en train d'analyser, nous vous tiendrons au courant, c'est mieux que de ne rien dire. Et pour terminer, dans cette troisième phase, on va continuer les investigations, donc notamment là, en s'appuyant de plus en plus sur les ressources d'expertise que vous avez pu solliciter dans les premières étapes pour identifier, connaître encore mieux ce qui s'est passé et potentiellement pouvoir mettre en place des actions correctives.
Et enfin, dernière étape de ces premiers réflexes, ben, maintenant qu'on on sait un peu mieux ce qui se passe, on a communiqué, on a commencé à rassurer, ben, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent plus déjà à ce stade, ben, on va activer ce qu'on appelle un peu dans le jargon les modes dégradés, hein. C'est finalement, vous avez par exemple, votre application de contact qui fonctionne plus parce qu'elle est dans le périmètre de la cyberattaque, vous allez dire, ben, OK, à partir de maintenant, on met tout dans des fichiers Excel, on envoie, voilà, on communique plutôt par message sur WhatsApp, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode dégradé, voire même repasser au mode papier, hein. Ça arrive souvent. Vous avez peut-être entendu parler des attaques, des cyberattaques qu'il y a eu dans les hôpitaux. Là, on en a eu pas mal ces derniers mois. Mais il y a plusieurs hôpitaux qui ont fonctionné vraiment en mode papier pendant plusieurs mois, le temps de corriger la cyberattaque. Et donc ça, l'idée, c'est de le faire de façon progressive. Et, tout simplement, bah, les applications, les services les plus utilisés, les plus prioritaires pour vous, bah, il faut les basculer en premier et ainsi de suite. Et ne pas oublier, ça paraît évident, c'est du bon sens, mais de communiquer sur cette bascule, pareil aux personnes qui sont concernées en disant, voilà, tel service ne fonctionne plus, à partir d'aujourd'hui, de maintenant, vous pouvez utiliser telle solution de secours, et puis on vous tiendra au courant le moment venu pour repasser sur la solution nominale. Et dernier point qui va faire la transition avec les parties qui suivent, ben, c'est malheureusement, si on est dans une crise, c'est qu'il y a des chances quand même que ça dure. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y a pas mal notamment les grosses entreprises qui ont eu des cyberattaques conséquentes qui ben, ont mis vraiment 6 mois, voire 10 mois, un an pour revenir vraiment à un état nominal. Et bah, du coup, c'est vraiment cette partie, on va dire, gestion dans la durée dont Florent va vous parler tout de suite. Ah oui, j'ai oublié mon dernier slide, pardon. Je vous ai mis un petit récapitulatif, voilà, justement dans cette première phase, ces premiers réflexes, de les choses, les bonnes pratiques et mauvaises pratiques. Donc, bon, les bonnes pratiques, j'en ai pas mal parlé déjà, mais les mauvaises pratiques, et pour rebondir un peu sur les questions au sondage, mais il faut pas aller trop vite et notamment ne pas, par exemple, tout de suite débrancher tout système d'information ou tout couper si tant que vous ne savez pas un petit peu mieux ce qui s'est passé, parce que potentiellement, peut-être que vous allez faire plus de mal que de bien. Donc, voilà, ça peut être paradoxal parce qu'on peut aussi se dire, si on réagit vite, on va limiter l'attaque. Mais voilà, faut trouver le juste milieu. Et puis tout ce qui est chercher un coupable, alors, chercher un coupable par exemple en interne en disant ah, c'est à cause de l'attaque, elle est à cause de machin, etc. Ça, non, surtout pas. Peut-être que vous pourrez le faire plus tard à la fin, mais c'est pas du tout le moment venu. On verra plus tard pour ce genre de considération. Timothée, est-ce que tu peux juste redonner la signification de l'acronyme SSI, s'il te plaît? Oui, l'expertise ici, pardon, c'est ben, tout simplement sécurité des systèmes d'information. Merci. Voilà, donc cette fois-ci, je te repasse vraiment la main, Florent. Merci Timothée. Du coup, après avoir vu un peu les premiers réflexes, comment on essaye de réagir au plus vite, mais surtout au mieux, comme a pu vous le dire Timothée, on va passer à comment on gère et on pilote la crise, c'est-à-dire comment on va essayer de limiter l'impact de la crise dans la durée. Donc, on va commencer par piloter la crise. Pour piloter la crise, il va falloir adapter l'organisation à une crise durable. C'est-à-dire que dès l'instant que la crise va s'installer dans la durée, ce qu'on peut estimer à plus d'une semaine, mais enfin, ça reste variable, hein. Ça dépend de l'organisation, ça dépend de votre capacité à encaisser la charge. Il va falloir déjà renforcer les équipes mobilisées. Euh, on vous a expliqué dans les premiers réflexes qu'il faut se concentrer sur les experts, sur les personnes qui peuvent vous aider. Elles vont vite arriver à épuisement, elles vont vite avoir besoin de repos, elles vont avoir peut-être des absences à faire valoir, et donc il va falloir les préparer, les anticiper, renforcer les équipes mobilisées et toujours continuer à se faire accompagner dans la durée par des ressources expertes. Peut-être que ces ressources vont changer entre les premiers réflexes et, comment je dirais, une crise qui est un peu plus durable et qui est un peu plus impactante. Donc, c'est sur ce point-là qu'il va falloir s'adapter. Euh, c'est pareil, tout au long de cette crise, il va falloir continuer à prendre des décisions équilibrées. Dans les premiers réflexes, on va vous dire de prendre des décisions un peu plus instantanées, etc.
Là, il va pas falloir céder ni toujours pas céder à la panique et réfléchir aux impacts à la fois à court terme et long terme des décisions que vous prenez et en particulier la réversibilité, j'entends par là. Quand vous allez prendre une décision, il va falloir réfléchir à est-ce que on va pouvoir revenir à une situation nominale acceptable une fois qu'on aura pris cette décision? Est-ce qu'elle nous amène à cette situation directement et dans ce cas-là, tant mieux? Ou est-ce qu'il va falloir la rechanger, la réévaluer, etc. Et peut-être évaluer l'opportunité de prendre cette décision si en fait elle nous amène dans une impasse et qu'il va falloir tout refaire en arrière pour pouvoir à nouveau être dans une situation acceptable. Et enfin, le plus important, la communication. Donc à la fois en interne. La communication en interne, elle va permettre de partager les décisions, elle va permettre que tout le monde soit à peu près au même niveau d'information. Et c'est très important parce que si tout le monde n'est pas au même niveau d'information, il y a peut-être des gens qui vont louper des informations, louper des conséquences de leurs décisions ou de leurs actions parce que quelqu'un d'autre aura pris une autre décision, une autre action et que du coup, leur propre action va avoir des impacts indésirables. Donc ça, c'est vraiment important. Et en plus, ça permet aussi de garder une implication des acteurs, que vous les gardez informés, que vous les gardez mobilisés. Communiquer aux tiers et aux parties prenantes. Donc là, on va entendre tout ce qui est vos sous-traitants, tout ce qui est potentiellement aussi toutes vos sociétés, alors sociétés non, mais si vous êtes sous forme d'association avec des associations un peu plus mères, etc., ou des structures assez complexes, il va falloir toujours communiquer avec eux pour les maintenir informés et leur montrer que la crise n'est pas sous-estimée, n'est pas prise par-dessus la jambe, et que vous la gardez vraiment, enfin, vous la gérez comme vous pouvez. Et enfin, communiquer avec les autorités. Donc là, on va parler de l'ANSSI, on va parler de la CNIL, on va parler aussi de tout ce qui va être gendarmerie, police, si vous avez porté plainte des choses comme ça. C'est de toujours communiquer avec l'autorité où est-ce que vous en êtes, comment vous avancez, pour qu'à la fois ils puissent vérifier que bah, vous prenez bien la crise en main et potentiellement qu'ils puissent vous orienter si besoin et vous rappeler des choses qui sont nécessaires au déroulé de la procédure ou au déroulé de la résolution de la crise. Voilà. Quand on passe donc plutôt sur le volet gestion de crise, Timothée vous en a déjà parlé, hein, mais il va falloir investiguer, donc chercher les causes. Euh, Quand on fait dans les premiers réflexes, on va chercher les premières causes, les premières voies d'entrée. Va falloir surtout chercher quand la crise s'installe, c'est est-ce que l'attaquant a pu installer quelque chose qui lui permettrait de rester dans le système, peu importe ce que vous faites, et même si vous patchez la première vulnérabilité, est-ce que l'attaquant a eu des dégâts plus importants que vous n'avez pas encore mesurés? Est-ce qu'il y a d'autres failles qu'il n'a pas vues lui-même ou qui se révèlent face aux décisions, etc. Donc, c'est toujours rester en alerte. Collecter les preuves, ça, c'est le plus important aussi. Enfin, c'est quelque chose de très important, à la fois pour pouvoir derrière justifier l'investigation, euh, orienter l'investigation et ne pas partir tous azimuts. Et aussi, bah, s'il y a une procédure en cours, si vous avez une assurance, si vous avez des choses où il faut montrer des preuves, il ne faut pas oublier de les collecter, il ne faut pas les détruire, et il faut bien les garder les constats pour montrer aussi quel cheminement vous avez pris pour résoudre la crise et potentiellement comprendre, enfin pouvoir justifier auprès d'autres acteurs votre raisonnement. Et enfin, euh, la gestion de crise, c'est aussi commencer à reconstruire. Là, il va falloir faire des arbitrages, donc pérenniser les modes dégradés. Donc, comme disait Timothée, ça peut aller jusqu'au papier pour tous les services qui arrivent à assurer un service suffisant avec ce mode dégradé. Donc là, ils vont pas être prioritaires pour redémarrer parce qu'ils arrivent à survivre pour l'instant. On va aussi pouvoir redémarrer tous les services qui sont en dehors du périmètre compromis. Et c'est là où Timothée disait, bah, on débranche pas tout n'importe comment. Si vous avez réussi à circonscrire un périmètre de cyberattaque ou de crise, tout ce qui est en dehors, vous pouvez le redémarrer à peu près euh, facilement et sans crainte. Et enfin, une fois que vous allez avoir fini les investigations, que vous allez avoir pu taguer un service comme sain, c'est-à-dire sans vulnérabilité, sans faille, sans menace durable, lui aussi va pouvoir être redémarré si ça limitera encore les impacts de la crise. Enfin, si on parle à sortir de la crise, pour sortir de la crise, il va falloir déjà revenir au mode nominal. Notre conseil pour revenir au mode nominal, c'est de ne pas relancer trop vite
son diagnostic. Donc là, je me répète un peu avec la partie précédente, hein, mais on redémarre les services un par un pour prendre le temps de les contrôler. C'est-à-dire que si vous redémarrez tout en même temps, ça va être compliqué si il y a de nouveau des impacts, que ce soit en termes de cyberattaque, en termes de comportements anormaux, de savoir d'où vient le problème. Bah, vous allez avoir une surface d'investigation qui va être trop grande. Vous allez aussi prioriser les redémarrages selon la dépendance de fonctionnement et l'interdépendance entre services. Ce qui veut dire qu'en gros, s'il y a un service qui est vital à votre fonctionnement, il va peut-être venir être prioritaire sur les services à redémarrer. Et si vous avez un service qui ne peut pas fonctionner sans un autre, il va falloir soit les redémarrer ensemble, soit bien les redémarrer dans l'ordre. Donc c'est ça aussi où il va falloir pouvoir prioriser les redémarrages. Et enfin, une fois que vous avez redémarré, il va falloir toujours analyser le service pour vérifier qu'il est bien de retour à son mode nominal et qu'il est toujours sain, qu'il ne permet pas de réouvrir une faille. Euh, Ça, c'est le premier point. Une fois que vous avez redémarré, la crise n'est pas derrière vous, malheureusement. Il y a un durcissement à faire. Qu'est-ce que le durcissement? C'est renforcer la sécurité du service. Renforcer la sécurité du SI, c'est éviter que l'attaquant ne revienne et ne réutilise les mêmes failles, réutilise d'autres failles qu'il n'avait pas forcément utilisées, et aussi envisager, pour tout ce que vous n'allez pas réussir à sécuriser, le remplacement des actifs. On prend un exemple, vous avez un logiciel qui est vulnérable à quelques vulnérabilités, vous contactez l'éditeur, vous lui dites, bah, là, il y a des vulnérabilités, il va falloir les corriger. L'éditeur vous dit qu'il ne veut pas les prendre en charge, qu'il ne veut pas les corriger, qu'il ne veut pas sortir une nouvelle version. Il va falloir envisager de remplacer ce logiciel par un équivalent, par d'autres équivalents, etc. Et enfin, communiquer sur le retour à la normale. Donc, en priorité, ça va être en interne pour que tout le monde sache qu'est-ce qui est revenu, qu'est-ce qui n'est pas revenu, qu'est-ce qui nécessite encore un mode dégradé. Et en externe pour redorer la confiance. Donc, c'est à la fois prudemment auprès des clients, c'est-à-dire il ne faut pas non plus crier victoire auprès des clients et subir un retour de boomerang. Et auprès des tiers pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils sont en droit de faire, pas faire euh, en termes de, comment je dirais, en termes de SI avec vous. Euh, Ça, c'est le premier point pour sortir de la crise. Et enfin, il va falloir capitaliser sur cette crise. Quand on dit qu'il faut capitaliser sur la crise, il faut donc engager l'amélioration continue, donc avec le durcissement, avec aussi profiter de l'effet post-crise pour sensibiliser concrètement vos utilisateurs et tous vos acteurs d'organisation. En fait, il y a toujours un effet psychologique après une crise où tout le monde est beaucoup plus attentif au discours sur la cyber qu'il ne peut l'être quand il ne matérialise pas qu'est-ce qu'une crise, quels sont ses impacts en termes humains, en termes techniques, etc. Donc ça, il y a un effet d'aubaine sur lequel il faut profiter. Pas la peine non plus de tomber dans la dramatisation et tout est noir et on ne peut que se faire attaquer. Mais il y a un juste milieu à trouver pour pouvoir sensibiliser correctement et profiter de cet effet. Documenter la crise, ça c'est enfin, c'est très important pour deux raisons. Ça va vous permettre de revoir tous vos processus et vos procédures, même si vous aviez un kit de gestion de crise avec quelques procédures, quelques processus comme on a pu évoquer un peu avant, va falloir vérifier que ces procédures et ces processus ont bien fonctionné pour gérer la crise. Euh, est-ce qu'on a rencontré des difficultés sur un processus? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas documentées? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut corriger parce qu'en fait, c'est pas correct? On s'était imaginé une situation et en fait, on est une autre qui est arrivée. Donc ça, c'est le point. Et enfin, bien documenter les procédures qui vont avoir manqué. Et dans la capitalisation, on a encore de la communication. Euh, Capitaliser, c'est faire un bilan. Donc il va falloir faire un bilan en interne sur ce qui a fonctionné. Il ne faut pas que pointer du doigt ce qui n'a pas fonctionné. Et sur ce qui a moins bien fonctionné pour que les gens prennent conscience de qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mais il est important aussi de souligner tout ce qui a bien fonctionné pour ne pas non plus décourager les équipes. Et enfin, en externe, euh, capitaliser, ça permet de partager à toutes les autres structures du même type que vous, qu'est-ce que vous avez subi, de les sensibiliser, de peut-être qu'elles matérialisent mieux les enjeux
autour d'une crise, d'une cyberattaque qui pourrait arriver à une structure comme la leur. Et enfin, c'est aussi améliorer la culture collective. Il n'y a pas plus parlant que quelqu'un qui a subi une cyberattaque et qui vient en faire un retour d'expérience, que ce soit dans un article de journal, dans une conférence, etc. C'est réel, c'est palpable, et ça montre aussi qu'on peut s'en sortir et que c'est pas une fin en soi. Donc, c'est très important pour la culture collective. On va pouvoir passer à la conclusion, parce que je vois qu'on arrive déjà à 15h10. La conclusion, si on devait faire un côté encore humoristique sur ce webinaire, c'est qu'il y a la théorie. Là, ce qu'on vous a dit, c'est de la théorie. C'est dans le meilleur des mondes, faut un kit de gestion de crise, faut des premiers réflexes, faut contacter les bonnes personnes, faut se faire accompagner, etc. Et puis, il y a la réalité. Et la réalité, nous, on a pu le constater dans nos expériences euh, chez des clients ou etc. La réalité, elle se calque jamais sur la théorie. Euh, donc, il y a un équilibre entre les bons gestes, les gestes à peu près, comment je dirais, d'urgence, comme là, vous pouvez le voir, c'est-à-dire retirer tous les câbles, déconnecter tout d'Internet, et les gestes trop prudents qui peuvent faire perdurer la crise et empêcher sa résolution. Donc, toujours savoir bien équilibrer vos décisions et si nécessaire, prendre des décisions radicales, bah, oui, si c'est la seule solution, euh, arrivons nous, enfin, faites-le quoi. Et enfin, tac, tac, tac. Si on devait résumer une crise en plusieurs étapes, vous voyez que c'est plusieurs, comment je dirais, euh, points. Nous, on vous a parlé donc des premiers réflexes et les mesures d'urgence, et c'est les mesures d'urgence. Donc c'est un tout petit bout. On vous a parlé de tout ce qui va être aussi endiguement et stabilisation et durcissement. On vous a pas détaillé les investigations, on vous a pas détaillé comment on répare, enfin, vraiment techniquement comment on redémarre. On a vraiment éludé aussi le volet militaire. Donc vous voyez, c'est vraiment plein d'aspects. Euh, Ça peut être assez long. C'est plein d'étapes, mais surtout en fait, le but de ce webinaire, c'est aussi vraiment de vous rendre conscient de ce que c'est, et de vous inciter à vous préparer un minimum euh, pour subir enfin pour subir, non, pour pas subir les dommages les plus sévères d'une crise. Je repasse la parole à Timothée pour un peu la checklist dont je vous ai parlé en introduction. Merci. Pour conclure, du coup, sur cette présentation, on vous a préparé sous la forme de deux slides, deux checklists vraiment très synthétiques, mais qui reprennent l'essentiel. Déjà, la première checklist, c'est ben, en cas de crise, donc là, on est plus dans les premiers réflexes, qu'est-ce que vous devez faire? Donc voilà, si vous devez retenir qu'une seule chose, tout est sur ce slide. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit, hein, mais déployer la cellule de crise, identifier, communiquer, prévenir les experts, le CISERT, etc. Et donc ça, on a beaucoup parlé finalement de la gestion de crise, mais comme vous l'avez compris, je pense, ben, ce qui est encore mieux, c'est de se préparer, d'anticiper, même si on ne peut pas tout anticiper. Et du coup, on vous a fait un autre slide, c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a à faire en amont, parce on se rend compte que quand on gère une crise, il y a des fois des petits détails, tout simplement, par exemple, le premier point, là, disposer d'un annuaire, bah, il faut déjà l'avoir l'annuaire et aussi qu'il soit accessible quelque part, potentiellement ailleurs que sur votre système d'information qui, encore une fois, pourrait ne plus être disponible si vous vous faites attaquer. Donc, sûr que si vous dites, ah, je vais appeler mon expert et que le cornet de votre expert il est dans vos mails et que vous n'avez plus vos mails, c'est un peu compliqué. Et donc, vous avez voilà, d'autres, je ne vais pas tout vous lister ici, mais d'autres éléments qui sont à préparer, à anticiper. Et ben, plus vous serez préparé en amont, plus facile sera la gestion de crise, même si c'est jamais très, très évident. C'est toujours quelque chose d'assez difficile à vivre. Mais vous avez aussi voilà, les éléments qui, voilà, si vous, si en sortant de ce webinaire, vous vous dites ah, ouais, il faut que je me prépare, qu'est-ce que je dois faire, ben, voilà les éléments à regarder et pour construire du coup votre kit de gestion de crise comme l'a évoqué Florent.
Voilà, de mon Bah, côté, c'est parfait, terminé. on est pile poil à l'heure. C'est très bien ça. On a du temps pour les questions. Et Ouais, ben bah, ouais, on a du temps pour les questions. à vrai dire, on va laisser Léa présenter le programme Cyber for Good vraiment en 2 minutes et puis comme ça, on reviendra sur les questions et on pourra même déborder de 5 minutes euh, dans la foule. Ça marche, merci beaucoup Lorraine. Effectivement, du coup, aujourd'hui, vous avez eu l'occasion d'avoir un des webinaires de sensibilisation qu'on organise dans le cadre du programme Cyber for Good. Alors, c'est quoi ce programme? C'est un programme qui a été cofondé avec plusieurs acteurs, donc des associations comme Latitude et Shareit, mais aussi des organisations spécialisées en cybersécurité comme Advance, Tenaci et d'autres. Et notre objectif, c'est vraiment de permettre de sensibiliser et d'acculturer les acteurs de l'ESS aux enjeux de la cyber, qui sont, bah, comme vous l'avez découvert aujourd'hui, des enjeux qui sont de plus en plus importants et qu'on va rencontrer de plus en plus fréquemment pour vous permettre de mieux vous protéger. Donc, on a 3 étapes dans ce programme, 3 phases. Une première phase avec du contenu de sensibilisation. Donc, on organise très régulièrement des webinaires 1 fois par mois sur les différentes thématiques de la cybersécurité, comme là, par exemple, aujourd'hui, sur des cyberattaques, mais ça peut être demain sur une thématique plus spécialisée comme le RGPD, par exemple. Ensuite, on vous propose dans la foulée de ces webinaires de poser toutes les questions spécifiques que vous pourriez avoir sur votre structure à des spécialistes en cybersécurité qui donnent 1 heure de leur temps pour vous rencontrer le temps d'un échange qui est bien sûr confidentiel et en one-one pour que vous puissiez poser toutes vos questions spécifiques. Et ensuite, si vous avez encore des besoins beaucoup plus importants pour vraiment déployer des projets cyber, on lance un appel à projet pour réaliser certains projets entièrement en pro bono avec du mécénat de compétences de la part de nos structures spécialisées en cyber partenaires. Donc, on vous en dit plus et on vous envoie le formulaire de candidature juste après si vous pensez que ça peut répondre à l'un de vos besoins. Donc pour la suite du programme, donc ce que je vous disais, on vous propose dès maintenant de poser toutes vos questions. On n'aura pas forcément le temps de tout traiter aujourd'hui, mais l'objectif pour nous, c'est vraiment de vous permettre de vous proposer un cadre confidentiel pour que vous puissiez poser des questions et déjà commencer à faire des premiers pas, hein. Typiquement, pendant cette heure de conseil, vous pouvez demander spécialiste cyber de créer avec vous votre propre checklist en cas de cyberattaque. Vous pouvez construire ou revenir sur votre plan de crise. Il y a pas mal de choses qui peuvent déjà être faites pendant 1 heure. Donc, n'hésitez pas à y recourir. C'est vraiment gratuit, sans engagement, et vous pouvez faire autant de demandes que nécessaire pour mieux vous protéger. Ensuite, on vous donne rendez-vous si vous êtes intéressé pour creuser le sujet de la cybersécurité pour un prochain webinaire qui aura lieu le mardi 23 janvier à la rentrée sur le thème des nouvelles tendances de cybersécurité. Donc là aussi, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Donc n'hésitez pas à le faire. On sera ravis de vous y retrouver si ça vous intéresse. Et enfin, pour les personnes d'entre vous qui ont vraiment une dimension sécurité à intégrer à un projet numérique, par exemple, on vous propose de candidater à notre appel à projet pour que votre projet puisse être entièrement réalisé. Donc, par exemple, des thématiques cyber, ça peut être une thématique sur la confidentialité des données, par exemple, ou une thématique sur l'analyse de risque de votre structure. Donc Lorraine va vous transmettre bien sûr tous les liens pour que vous puissiez avoir les différentes conditions et vous inscrire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un sujet important qui demande de s'y attaquer. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de vous aider à faire ça. Donc voilà, a priori, vous êtes entre de bonnes mains. Merci beaucoup à tous les trois pour les présentations et pour ce super programme pour lequel, en effet, vous avez tous les liens dans le chat. Et puis, pour rappel, de toute façon, vous aurez aussi le support à disposition. On va pouvoir, en effet, passer à la section questions-réponses avec une première question générale qui est revenue plusieurs fois, notamment de la part de David et Valérie, pour tout simplement déjà comment savoir, en fait, qu'on est victime d'une cyberattaque, hormis les cas où, d'accord, c'est flagrant. Peut-être tu veux Alors, répondre ou... je vais bien essayer parce que c'est pas une question évidente. Effectivement, c'est une très bonne question. En fait, c'est là où c'est compliqué, c'est que enfin, les retours d'expérience qu'on a montrent que les cyberattaquants, en fait, quand ils commencent une cyberattaque, ils font le moins de bruit possible.
et que en moyenne, je crois que c'est 2 mois en fait entre le moment où ils sont rentrés, du coup ils ont récupéré des accès, on va dire de façon illégitime dans votre système d'information, et le moment où il y a des impacts concrets en fait. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle la phase de reconnaissance. Ils rentrent dans votre système d'information, parfois avec des accès limités, et ils vont récupérer un maximum d'informations pour justement lancer une attaque qui va faire le plus de mal possible. Donc ça, pour le savoir, pendant cette phase-là, je pense que les principaux éléments, ça va être des outils informatiques de type un EDR, un SOC. Donc un SOC, c'est un Security Operations Center, c'est en fait des outils, des services qui vont surveiller en fait de la supervision de vos systèmes d'information. Alors que en tout cas, les SOC, c'est plutôt destiné à des grosses structures quand même, mais un EDR, pas forcément. Et en fait, qui vont surveiller en continu ce qui se passe, et quand ils vont voir des anomalies, par exemple un flux anormal de données, une grosse volumétrie, etc., ils vont relever des alertes. C'est pour moi les principaux éléments, mais c'est pas toujours évident et il faut en plus une vraie expertise. Ça marche, merci beaucoup. Et un petit peu dans la continuité de cette question, une autre qui demande aussi comment savoir quel est le périmètre qui a été compromis, puisque enfin, vous évoquiez ça, d'identifier déjà le périmètre compromis. Je te Euh, laisse. Vas-y, Florent. Tu veux, ouais. Alors en fait, sur le périmètre qui est compromis, normalement, c'est plutôt des experts qui vont savoir vous le dire, j'ai envie de dire. En fait, c'est principalement, alors, sans rentrer trop dans le technique, hein, mais il y a des traces normalement qui sont laissées sur le système quand une personne se connecte, consulte certaines ressources, lance certaines commandes sur un système. Et en gros, si, alors il y a des fois, les attaquants, comment je dirais, effacent leurs traces, donc on n'aura pas de traces, hein, mais s'ils ont laissé des traces, en fait, certains experts spécialisés font ce qu'on appelle de la forensique et vont pouvoir vous dire, bah, en fait, ils se sont passés là, ils ont réussi à aller là, ils ont réussi à faire ça. Et du coup, bah, le périmètre, soit il s'arrête là, soit il continue encore et c'est de l'investigation, en fait. On peut pas définir avant un périmètre. Il faut juste aller vérifier sur chaque, j'ai envie de dire, actif, est-ce qu'il y a des traces de passage ou pas. Très bien. Merci. Question aussi de la part d'un des participants qui demande comment faire quand on est une petite association. On n'a pas forcément typiquement de ressources spécialisées en informatique dans l'équipe. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait face à tout ça? Bah, comme on l'a dit, là, le plus pertinent, c'est de faire appel, justement, on a la chance en France quand même d'avoir un gros réseau d'experts, etc., notamment de CISART, qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à contacter l'ANSSI, les différents CISART régionaux qui pourront vous mettre à disposition des ressources. Alors, c'est jamais garanti parce que malheureusement, il y a beaucoup de cyberattaques tous les jours et du coup, les ressources sont rares et limitées. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté au niveau de l'ANSSI d'aider, quels que soient les types de structures. Vous avez aussi, on a évoqué cybermalveillance, qui est plus à destination des particuliers, mais aussi des petites structures. C'est principalement ces deux points de contact-là qu'il faut pas hésiter à contacter, qui vont pouvoir vous aider. À minima, ils vous donneront des premières bonnes pratiques, des choses à faire très concrètes en fait dans les premières minutes en cas d'attaque. Et à propos Et de... juste, excuse-moi Lorraine, je me Ouais. permets de rajouter juste qui ne tente rien à rien. Vous avez aussi des sociétés privées, hein, donc des cabinets ou des entreprises expertes en gestion de crise qui ont des équipes qui peuvent répondre pour leurs clients. Enfin, moi j'ai envie de dire qu'ils ne tentent rien à rien. Ils ont toujours des numéros ou des adresses pour les contacter en cas d'urgence. Il y a des fois, vous pouvez négocier contre un peu de visibilité, un peu de communication dans la presse ou des choses comme ça, ou des prix un petit peu plus abordables pour vous, bah, d'avoir un peu d'aide. Peut-être pas une aide aussi précise et aussi puissante que ce qu'ils vont donner à leurs clients, mais ils peuvent peut-être vous détacher quelqu'un. Et enfin, si vous ne l'essayez pas, vous ne l'obtiendrez pas. Donc, si jamais personne ne vous répond, bien sûr, contactez les sites régionaux et les structures publiques avant, hein, parce qu'elles, elles seront vraiment
dédié pour vous et beaucoup plus efficace. Mais si vraiment personne ne vous répond sur ces mince, excuse-moi, canaux-là, n'hésitez pas. Hein, pire, vous prendrez juste, bah non, vous n'avez pas les moyens et vous ne serez pas beaucoup moins avancé que ce que vous l'étiez avant. Tu as bien raison, qui ne tente rien à rien, en effet. Et pour rebondir sur ce conseil concernant les structures tierces auxquelles s'adressaient, notamment les CSIRT, je sais qu'il y a quelques participants, dont par exemple Evelyne en ce qui concerne l'Île-de-France, mais pas que, j'ai vu passer la Bretagne, etc., qui ne retrouvaient pas leur région dans la liste que vous avez fournie. Dans ce cas-là, vers qui ils doivent se tourner? Ça veut dire que ça n'existe pas? Ou ça veut dire qu'il faut se tourner vers celle d'une autre région? Sur le CSIRT Île-de-France, il sera opérationnel. Alors, il était dit qu'il sera opérationnel d'ici la fin de l'année. J'ai un article là de la région parce que c'est toujours les régions qui portaient à peu près ces CSIRT. J'ai un article de mars là, donc mars 2023, qui dit qu'il était opérationnel d'ici la fin de l'année. Donc, est-ce que ça va être tenu ou pas? Mais ça devrait pas tarder. Vraiment pour la région Île-de-France. Et pour la Après, Bretagne, par exemple? pour compléter, bah, Bretagne, il a été créé cette semaine. Oui, donc en fait, ça Et va se faire très rapidement dans toutes les ouais, donc je régions. suis pas sûr qu'ils soient opérationnels là tout de suite, mais c'est par contre, enfin, s'il n'existe pas encore dans votre région, bah, le point de contact principal, ça reste l'ANSSI, donc vous contactez directement comme je l'ai mis dans un des slides, le CERT, qui eux en fait vont vous savoir où vous rediriger. De ma compréhension, en fait, c'est potentiellement des d'autres régions proches de la vôtre qui peuvent intervenir. Voilà, Oui, aujourd'hui, il y a pas un cloisonnement forcément très strict. fort. C'est vraiment en mode best effort. Donc, c'est pas encore pour tout de suite, mais le réseau se développe. Ça a marché Et d'habitude. j'y pense juste aussi. J'ai vu passer des remarques sur des établissements de santé. Vous avez l'Agence du numérique en santé aussi qui coordonne aussi tous les services de cybersécurité pour tous les établissements de santé ou apparentés, qui peut aussi vous rediriger dans ce cas-là, peu importe votre région. Ok, super. Et Timothée t'évoquait à nouveau l'ANSSI là, il y a un tout petit instant. Teddy justement se demandait si en cas de cyberattaque, l'ANSSI pouvait intervenir au sein d'une RUP. Alors oui, dans le sens où bah, c'est en fait les 6 régionaux dépendent de l'ANSSI, donc oui, ça fait partie on va dire des services entre guillemets que propose l'ANSSI. Encore une fois, même pour des grosses entités, aujourd'hui, il y a tellement de cyberattaques que ça va dépendre de la disponibilité des ressources, etc. Ils ont des équipes alors, qui grandissent, mais qui restent limitées. Mais oui, en tout cas, il y a une très forte volonté depuis quelques années hein, du gouvernement de mettre à disposition des ressources pour aider un maximum de monde, même ceux qui ont très peu de moyens, quoi. Et si je reste sur la thématique des fondations, Teddy se demandait aussi si la loi européenne que tu as dû évoquer, NIS2, concernait justement les fondations. Alors, c'est une très bonne question. Ça, Bon. si tu veux, j'ai la réponse hein, sur Nice 2, du coup, une nouvelle norme qui va sortir, enfin qui va être mise en application d'ici octobre 2024 pour information, qui vise en fait à renforcer la cybersécurité de toute l'Europe, hein, c'est pas que de la France. Ça concerne les structures, qu'elles soient fondations, entreprises, etc., dès qu'elles ont 50 salariés et plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pas de bêtises, c'est 1 million. Oui, c'est ça. Donc, si votre fondation a plus de 50 salariés et 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je ne sais pas si une fondation fait un chiffre d'affaires. Bon, je vous laisse voir, mais dans ce cas-là, oui. Sinon, non, pas forcément. Ça marche. Et on parle pas on parle pas du type de structure, on parle vraiment, c'est vraiment les critères, c'est le nombre de salariés et le chiffre d'affaires. Fait. Euh, on a encore plein de questions pertinentes, donc on va probablement dépasser un tout petit peu, mais comme certains devront forcément partir à l'heure, une dernière question pour le bon timing, entre guillemets, de la part de Philippe, ça peut faire une bonne étape, une bonne conclusion pour la suite, qui demande, en ce qui concerne les petites assos, où est-ce qu'ils peuvent trouver une liste de conseils en matière d'hygiène numérique, entre guillemets, enfin en tout cas de bonnes pratiques pour anticiper les attaques? Conseils du coup en termes de sauvegarde, mise à jour, etc.
Mais vers quel type de ressources écrites vous les redirigeriez, donc plutôt dans l'optique idéalement de petites structures? Alors, bah, la réponse est presque dans la question, puisque en fait, l'ANSSI, justement, toujours, on en revient toujours à l'ANSSI, propose justement un guide d'hygiène. C'est le nom, donc si vous cherchez ça sur Google. Ah oui. Alors, qui est plus à destination des TPE, PME, mais qui déjà est un document relativement synthétique qui donne vraiment toutes les bonnes pratiques à appliquer. Et sinon, il y a aussi toujours autre site très intéressant, Cybermalveillance, qui là aussi propose pas mal d'éléments vraiment, on va dire, le b.a-ba, le basique de la cybersécurité. Donc déjà, avec ces deux ressources-là, vous couvrez une grande majorité des bonnes pratiques pour ce type de structure. Super. Ok, bah merci beaucoup. Une fois de plus, on reste encore 5 grosses minutes, mais pour ceux qui doivent partir à l'heure, on vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre participation et pour rappel, donc replay et support de présentation à votre disposition d'ici la fin de la semaine, grosso modo. Cela étant dit, vous aviez conseillé relativement vers le début de la séance de déconnecter les machines. Et Joël voulait bien que vous précisiez ce terme. Qu'est-ce qu'on entendait en fait par déconnecter les machines? Est-ce que c'est débrancher le câble Ethernet, c'est couper le Wi-Fi, c'est autre chose, c'est tout éteindre? Enfin, qu'est-ce qu'on met concrètement derrière ce terme? Je vais y Euh, aller. Non, du coup, c'est bien couper Internet, hein. Quand on dit débrancher une machine, c'est... Alors, pourquoi on faudrait éviter l'électricité et d'éteindre même la machine? C'est pour une simple bonne raison, c'est qu'il y a des preuves dans une mémoire instantanée qui peut s'effacer, qui s'effacera même si vous éteignez votre machine. Vous la débranchez de l'électricité. Et donc, si vous perdez ces preuves, vous pouvez perdre des preuves assez importantes. Et donc, c'est plutôt pour ça qu'on conseille de ne pas débrancher un système. Ça marche. Peut-être revenir aussi sur, dans la première partie des conseils, il y avait Sylvie qui avait du mal à comprendre pourquoi est-ce que vous commenciez pas, pourquoi est-ce que vous recommandiez pas de commencer d'emblée par l'étape 2, c'est-à-dire qu'en gros, elle, en l'occurrence, il lui semblait plus logique de déconnecter d'abord, puis de contacter la cellule de crise. Du coup, elle voulait bien que vous précisiez ce point-là. Euh, Ça, Timothée l'a un peu expliqué après, je crois, après la question, mais c'est que euh, si vous n'essayez pas de vous faire accompagner et de comprendre où est-ce qu'est l'attaque, etc., vous pouvez débrancher n'importe quoi, n'importe comment, et vous retrouvez un petit peu sans solution, sans compréhension, comment je dirais, enfin voilà, vous allez avoir tout débranché, c'est très bien, vous allez être hors de danger immédiat, mais pour tout rallumer derrière, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt mobiliser, expliquer. Potentiellement, vous allez débrancher des choses qu'il fallait pas débrancher si des experts vous diraient de pas les débrancher. Donc c'est plutôt pour ça. Euh, je te laisse préciser si besoin. ouais, bah, juste pour compléter, effectivement, c'est en fait, effectivement, il va falloir sûrement le faire assez rapidement, mais l'idée, c'est pas de le faire dans la précipitation et d'attendre d'avoir voilà, à minima quelques informations, quelques avis d'experts pour qui vont vous dire justement est-ce qu'il faut débrancher, si oui, il y a aussi potentiellement un ordre de débranchement qui peut être intéressant. Donc c'est vraiment de ouais, de pas se précipiter parce que et puis aussi peut-être d'en savoir un petit peu plus sur le périmètre parce que si on débranche tout et que finalement l'attaque elle concernait que quelques PC, ben on risque de se tirer une balle dans le pied entre guillemets. De faire plus de mal que ce qu'a fait l'attaquant. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on recommande de ne pas se précipiter, même si clairement nos retours d'expérience montrent que ça va être fait dans on va dire dans les heures qui suivent la découverte de l'attaque. Mais voilà, faut pas non plus dire on débranche tout et puis on voit après, quoi. Très bien, bah, pour rester sur la thématique, alors pas exactement du coup du débranchage, mais en tout cas de côté éteindre les machines, Laurette se demandait s'il était préférable d'éteindre son ordi chaque soir. Est-ce que ça protège davantage des cyberattaques ou ça change rien?
Ouais, si, c'est plutôt une bonne pratique parce que j'y vois deux avantages. Bah, déjà, l'ordinateur, il est par définition éteint, donc pas accessible pour une potentielle attaque. Et en plus, le fait d'éteindre et du coup de le redémarrer, ça va forcer, entre guillemets, l'application des mises à jour de façon très régulière. Et en fait, sachant que les mises à jour, en fait, viennent très souvent corriger des vulnérabilités au niveau de la sécurité. Donc c'est plutôt une bonne pratique et puis en plus c'est bon pour la planète donc voilà, plein de bonnes raisons de le faire. Double bénéfice. Une question de Anne qui se demandait aussi s'il n'y avait pas des liens à faire en cas de cyberattaque avec le DPO de l'association. Ou bien, voilà, peut-être que ça arrivait enfin, plus tard, après la gestion de crise, mais quel lien vous feriez avec cette casquette? Bah, oui, alors va falloir le prévenir. Si vous avez un doute ou la certitude que des données personnelles, soit de vos clients ou de vos salariés, ont été potentiellement, ne serait-ce que consultées, hein, pas forcément volées ou quoi que ce soit. Si au cours de l'investigation, enfin même, je pense que c'est bien de le prévenir au début de la crise qu'il y a une crise déjà, qu'il y a un incident informatique et après de revenir vers lui avec plus de détails sur le périmètre, qu'est-ce qui a pu être touché, etc. Et potentiellement, soit la certitude qu'aucune donnée à caractère personnel n'est concernée par la crise, et dans ce cas-là, bah, tout va bien, ou que, au contraire, bah, telles données personnelles ont pu être consultées, ont pu être dérobées, ou même altérées par la cyberattaque, et que du coup, il va falloir se rapprocher de la CNIL pour signaler l'incident. On a encore quelques questions auxquelles on n'aura pas répondu, mais déjà, on était très nombreux aujourd'hui, donc on s'en sort pas mal. Et puis l'avantage de votre programme, c'est que la porte est toute trouvée à laquelle frapper pour avoir les réponses en question. Je vais prendre une dernière question de Corentin, parce que justement, ça remet bien en valeur aussi votre programme Cyber for Good. Corentin, lui, il se demandait, au-delà de l'épisode de crise et de la cyberattaque, est-ce que le programme Cyber for Good fait de la prévention aux attaques pour les professionnels qui constatent que ça part quand même souvent, malheureusement, des salariés qui se font avoir? Donc, est-ce que vous formez les salariés à la prévention, en gros, de ces cyberattaques? Je peux peut-être prendre la question si vous Vas-y, voulez. Léa. Ouais. Effectivement, la cible du programme Cyber for Good, c'est vraiment toutes les structures d'intérêt général, donc que ce soit des dirigeants de structures ou que ce soit des salariés, et ça dépend un peu de la typologie du structure et des tailles des structures. En général, sur des petites associations, par exemple, on est plutôt sur quelques personnes qui sont un peu multicasquettes et qui vont prendre le sujet outils ou le sujet sécurité de leur côté. Là où sur des plus grosses structures comme des fondations par exemple ou des fonds de dotation plus importants, il y a souvent une personne dédiée qui auquel cas est elle la bénéficiaire de notre programme. Mais globalement, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir équiper et outiller tous les porteurs de projets à impact, quels qu'ils soient, pour pouvoir aider le plus grand nombre possible de personnes. Donc, si vous vous sentez concerné, surtout, n'hésitez pas à faire appel, on sera ravis de vous aider. Et puis, je vous ai mis en complément aussi dans le chat une formation qu'on fait justement pour sensibiliser les salariés ou les bénévoles d'ailleurs à la sécurité de son association et aux bonnes pratiques en matière aussi bien de sécurité que de RGPD. Et comme c'est un niveau de sensibilisation, ça peut être assez adapté aussi justement aux bénévoles comme aux salariés et prenable en charge par vos OPCO si vous êtes concernés. Voilà, une fois de plus, Et je me permets juste, Lorraine, oui, on a parlé de cybermalveillance.gouv, ils oui, font un très bon kit de sensibilisation. oui, oui, non, mais tu fais bien d'en reparler, tout à fait. C'est Et juste la seule intervention, après je te laisse conclure ce webinaire. Et oui, car justement, ça nous fait mal au cœur à tous, on était bien, mais il va falloir en effet conclure. Merci beaucoup, beaucoup à tous les trois, Timothée, Florent et Léa, pour votre présence aujourd'hui et plus globalement pour cette belle initiative du programme Cyber for Good. Une fois de plus, pour les participants, vous avez tous les liens dans le chat et vous les aurez de nouveau avec la rediffusion de ce webinaire. Vous recevrez les infos par mail, etc. Donc, pas d'excuses, vous savez où les trouver. Et surtout, n'hésitez pas à en profiter des opportunités comme ça. Voilà, il faut les saisir. Merci beaucoup à tous les trois. Passez une bonne fin de journée et merci à tous les participants. À une prochaine sur un autre webinaire.
Merci beaucoup à tout le monde. Merci Lorraine, merci à tous. Bonne Bonne Merci à journée. journée. tous. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.